RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez Christopher Gigès. C'est en effet Christopher Gigès, notre invité du matin, porte-parole du gouvernement démissionnaire, membre élu du 17e gouvernement. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, votre actualité, c'est d'abord le non-lieu dont vous avez bénéficié dans cette affaire de concussion pour laquelle vous aviez été mis en examen le 10 décembre. Le non-lieu a été rendu public hier. Alors, c'est une affaire qui remonte à 2015. Vous êtes soulagé aujourd'hui que ce soit fini ? Oui, naturellement. Enfin, c'est une affaire qui avait été déjà classée sans suite en 2015, mais ça, très clairement, ça fait du bien quand c'est définitivement classé, puisque Philippe Germain avait souhaité se constituer partie civile en 2017 et donc avait relancé l'affaire au moment où je ne votais pas pour lui au gouvernement. Donc peut-être un lien de cause à effet à ce moment-là. Mais non, c'est un vrai soulagement et c'est normal qu'il y ait une enquête, qu'il y ait des procédures et que au final, on voit que j'ai rien fait. Même si c'est jamais terminé ces affaires, on a l'impression qu'il y a toujours une suspicion dans l'opinion publique. Certains vous diront il n'y a pas de fumée sans feu. On a entendu un auditeur tout à l'heure sur l'antenne mettre en cause ce non-lieu. Vous pensez que finalement c'est jamais fini, qu'il y a toujours des suites, des conséquences ? Il y a toujours une présomption de culpabilité avec les politiques. Donc j'ai entendu votre auditeur tout à l'heure. Vous avez votre avis, c'est une très bonne émission. Ça permet aux gens de s'exprimer, c'est une bonne chose. Et quand on est politique, on accepte d'être exposé aux différentes critiques. Mais pour répondre à Bernard, je crois qui a été sur votre antenne, il y a eu une enquête. J'ai été entendu pendant des heures. On a regardé les différents bulletins de salaire. Il y a eu même des gens qui sont venus chez moi pour regarder s'il n'y avait pas des documents, qui sont venus dans mon bureau pour regarder s'il n'y avait pas des documents. Donc il y a eu une enquête qui a été extrêmement large pour conclure à un non-lieu, et c'est ça aussi la justice, c'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait une enquête, les politiques sont pas au-dessus des lois, et ensuite par contre quand il y a une décision de justice qui décide que par deux fois qu'il n'y a rien dans cette affaire, je pense que c'est une affaire classée. Et vous avez donc bénéficié de ce non-lieu. Votre activité, c'est aussi d'être membre du gouvernement démissionnaire, dont vous êtes le porte-parole. C'est la principale activité. Voilà, ouais. et membre également du gouvernement élu. Mardi, vous étiez convoqué par le haut-commissaire, les 11 membres élus. Vous n'avez pas réussi à élire votre président. Est-ce que vous allez vous en sortir ? Et quand ? C'est une bonne question. Enfin, c'est pas nous qui avons fait tomber le gouvernement, c'est les indépendantistes qui ont décidé de faire tomber le gouvernement pour des mauvaises raisons. D'ailleurs, ils l'ont annoncé plusieurs fois. Ils ont voulu empêcher que le Conseil des mines se tienne pour que Thierry Santa puisse pas voter au Conseil des mines dans le cadre de la vente de l'usine du Sud. Bon, ils ont fait un mauvais calcul. Thierry Santa a pu voter au Conseil des mines et ce Conseil des mines a rendu un avis favorable. Ils ont également annoncé, et j'ai entendu Daniel Goa au comité exécutif de l'Union calédonienne dire qu'ils ont fait ça dans la précipitation. Rocco Amitan l'a d'ailleurs confirmé au journal télévisé il y a quelques temps de ça. Je crois qu'aujourd'hui ils sont dans une impasse puisque on voit qu'ils sont aujourd'hui intéressés par une chose qui est la présidence du gouvernement, mais sans programme. C'est-à-dire que ils ne sont pas mis d'accord et l'Union calédonienne et l'UNI sur qu'est-ce qu'ils allaient faire de la présidence du gouvernement. C'était prendre la présidence du gouvernement pour la prendre. Et aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation qui est unique pour eux depuis des années, c'est-à-dire que quand ils disent qu'ils n'ont jamais gouverné, c'est faux. C'est-à-dire que les indépendantistes ont toujours été associés au gouvernement, à une forme de gouvernance avec les loyalistes. Ça a été mais en étant minoritaire. En étant minoritaire, et là pour la première fois, ils sont dans une situation où ils doivent gouverner ensemble et ils n'arrivent pas à gouverner ensemble. Donc quand ils disent qu'ils ont fait ça dans la précipitation, je demande à leurs électeurs, notamment au référendum, de se demander s'ils demandent pas une précipitation pour l'indépendance également. Alors en attendant, ils disent qu'ils discutent entre eux. Qu'ils trouveront une solution tôt ou tard, a déclaré Gilbert Thuénon. Il y a des discussions uniquement entre les groupes indépendantistes, ou est-ce qu'il y a également des discussions avec les autres groupes pour trouver une solution, pour trouver les 6 voix nécessaires ? Oui, nous on discute avec tout le monde. C'est-à-dire que on avait annoncé lors de la chute du gouvernement, déjà on avait condamné cette chute du gouvernement qui, dans une période de crise sanitaire, crise économique, crise budgétaire, qui était irresponsable. Mais ça nous empêche pas de discuter avec tout le monde pour avoir une gouvernance qui est partagée. Mais ensuite il y a un constat, c'est-à-dire que l'avenir en confiance au gouvernement, c'est 4 sièges. Les 2 autres groupes, c'est 3 sièges. Enfin, l'Union calédonienne et l'UNI Calédonie ensemble avec un siège. Donc, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on dit, nous, on était prêts sur le débat d'orientation budgétaire, on était prêts sur le budget, et on est prêts à assumer nos responsabilités comme on le fait depuis aujourd'hui 18 mois. Alors, quelles sont les conséquences de ce blocage? C'est la question que se posent les Calédoniens, surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. La première, c'était la question du chômage Covid. Est-ce que vraiment vous pouviez pas passer la délibération en urgence
On sait que vous expédiez les affaires courantes, comme on dit. C'était pas quelque chose qui rentrait dans le cadre de l'urgence, ou est-ce que vous n'avez pas voulu faire un petit peu un coup politique, comme vous le reproche, notamment ce qu'a dit Calédonie Ensemble? Oui, je pense que Calédonie Ensemble, qui parle de coup politique, ils savent de quoi ils parlent, mais en l'occurrence, quand un gouvernement est démissionnaire, on ne peut pas passer de loi de pays ou de délibération, au moins dans les premières semaines. Enfin, peut-être si ça dure 3 ou 4 mois et qu'il y a une véritable notion d'urgence, c'est quelque chose qui se rediscutera, mais au bout de quelques semaines, on ne peut pas passer de délibération ou de loi de pays. Par contre, la question du chômage partiel, c'est un dispositif que nous avions mis en place dans le cadre de la crise Covid, qui a permis de garantir une rémunération à de nombreux Calédoniens, jusqu'à 84% du salaire net, pardon. On pouvait pas le passer au gouvernement. On a fait le choix de le passer différemment, c'est-à-dire par une proposition de délibération au Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui a été déposée par Virginie Ruffnac, qui est notre présidente de groupe. C'est passé en commission hier, ça passera en séance publique du Congrès la semaine prochaine. On assume nos responsabilités en permettant d'avoir un salaire qui est versé à 2000 Calédoniens qui aujourd'hui bénéficient de ce chômage partiel. Ça veut dire que les bénéficiaires du chômage Covid peuvent être maintenant complètement rassurés. On sait que le Congrès est réuni mardi matin pour examiner cette délibération. Oui, il faut complètement rassurer quand ça sera voté. Mais déjà, il y a une première étape avec la commission qui s'est tenue hier et notre groupe a posé un amendement, notamment justement pour prolonger jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire qu'on avait, dans un premier temps, regardé 2 mois, mais on a eu des chiffres complémentaires qui nous permettent d'aller jusqu'à 3 mois. C'est financé par le prêt qui nous a été accordé par l'AFD, garanti par l'État. Et donc, ils seront totalement rassurés la semaine prochaine. Mais on voit qu'il y a une certaine unanimité des groupes politiques pour prolonger ce dispositif sur notre proposition. Et c'est le groupe UC qui est venu signer cette proposition de délibération pour permettre la convocation du Congrès en session extraordinaire. C'est un signe? Comment ça s'interprète? Oui, ils sont venus signer la demande d'ouverture de session. Ils n'ont pas signé avec nous forcément la délibération. Je crois que notre chef de groupe avait appelé à la responsabilité. Il y a l'Union calédonienne et Génération et l'éveil océanien qui ont répondu favorablement justement à l'ouverture de cette session pour examiner ce dispositif de chômage partiel. Calédonie Ensemble et le Palica l'ont pas souhaité, c'est leur choix. Oui, enfin moi je salue la responsabilité de l'UC dans ce dossier. Enfin, je crois que on peut avoir toutes les considérations politiques et les débats politiques. Quand on est élu, on peut pas se permettre que 2000 personnes n'aient plus de salaire à la fin du mois. Donc, je suis content que certains aient soutenu notre initiative. Alors, en dehors de ce chômage Covid, quelles sont les autres conséquences que l'on peut voir à court terme de ce blocage du gouvernement? Et est-ce que vous pouvez de la même manière prendre des dispositions avec l'appui du Congrès, ou est-ce que les choses sont bloquées? C'est ce qu'il va falloir faire, parce que on peut pas rester avec un gouvernement qui est bloqué pendant plusieurs mois sans texte qui passe. Je prends un dossier qui est le dossier de la vie chère. Le dossier de la vie chère, il attend pas. C'est-à-dire qu'on voit l'attente des Calédoniens sur ce dossier. J'ai vu les conclusions du FC Que Choisir il y a peu de temps. Je regrette qu'ils donnent pas leur base de données et leurs chiffres pour voir ce qui est comparable, mais il n'y a pas qu'un sentiment de vie chère, il y a une cherté de vie en Nouvelle-Calédonie, et on avait commandé un rapport à l'autorité de la concurrence pour avoir justement une analyse des coûts, justement de comment on pouvait véritablement agir, et qu'on n'ait pas une analyse purement simpliste de dire il faut réglementer les marges et ça suffit. Non, ça suffit pas de réglementer les marges, il faut prendre différentes mesures, et nous allions passer différentes mesures au gouvernement dans les prochains jours qui étaient en rapport avec les propositions de l'autorité de la concurrence, mais on ne peut pas passer aujourd'hui des lois de pays et des délibérations. Donc là, notre groupe déposera une délibération aujourd'hui ou demain pour exonérer totalement de droits de douane les produits de grande consommation australiens et néo-zélandais pour justement baisser le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Donc on utilisera la voie du Congrès quand ça sera nécessaire. À chaque fois qu'il le fera. Ouais. C'est quoi les affaires courantes exactement? On en parle souvent, mais on ne sait pas vraiment ce que ça recouvre. Il y a les affaires courantes, il y a les affaires urgentes. Que peut faire le gouvernement démissionnaire là pour l'instant? Déjà, il peut traiter la crise Covid. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que je crois que c'est là-dessus que les Calédoniens nous attendent beaucoup, et c'est quelque chose qui nous occupe depuis quasiment un an. Aujourd'hui, quasiment jour pour jour d'ailleurs. Enfin, il y a un an jour pour jour, à une semaine près, ont décidé de mettre en confinement la Nouvelle-Calédonie, de fermer les frontières. Donc, c'est quelque chose qui nous occupe depuis un an. La notion d'affaires courantes, elle est relativement large. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut passer des arrêtés, c'est-à-dire qu'on peut passer des affaires qui sont déjà engagées et qui ne sont pas des affaires nouvelles. Par contre, il y a un moment
où l'urgence va être avérée sur certains dossiers, et donc on sera obligé de passer les textes, et ça dépendra du haut-commissaire si il défère ou pas les textes qui sont pris par le gouvernement. Alors attends, il y a le budget également qui doit être adopté avant le 31 mars. Ça, c'est pas une affaire courante. Et d'ores et déjà, c'est trop tard pour que vous puissiez l'adopter. Ah Enfin, oui. pour qu'un gouvernement normalement constitué et installé puisse l'adopter, les délais sont plus tenus là. Ah non, mais là, il faudrait un miracle pour que le budget soit voté avant le 31 mars, parce que imaginons qu'il y a un président du gouvernement qui soit élu, il faut une répartition des secteurs, il faut le vote d'un débat d'orientation budgétaire, il faut que le débat d'orientation budgétaire aille au Congrès, il faut que suite à ce débat d'orientation budgétaire, il y ait une constitution du budget, des arbitrages et tout ça. Donc, enfin, on aura un budget en avril ou en mai si on devait avoir un président la semaine prochaine. Donc le budget va être arrêté par l'État. Ça veut dire quoi? C'est une mise sous tutelle de la Nouvelle-Calédonie? Comment est-ce que ça se traduit? On peut pas appeler ça vraiment une mise sous tutelle, mais enfin ça s'y rapproche, mais en fait c'est l'État qui fait le budget de la Nouvelle-Calédonie. Il peut pas faire de nouvelles recettes, c'est-à-dire qu'il peut pas voter de nouveaux impôts. Par contre, il fait les dépenses de la Nouvelle-Calédonie sur la base des recettes de l'année précédente. Et enfin c'est quand même exceptionnel que pour la première fois qu'un gouvernement calédonien où il y a une majorité qui est indépendantiste, on ait une quasi mise sous tutelle de la part de l'État, et que c'est l'État qui fasse le budget de la Nouvelle-Calédonie après 30 ans d'accord où il y a eu une autonomie très élargie. J'ai entendu mon collègue Gilbert Thuyennon à la sortie du gouvernement dire qu'il était rassuré que l'État fasse le budget de la Calédonie. Mais moi, je veux dire qu'il aille encore plus loin, mon ami Gilbert, pour que l'État continue en Nouvelle-Calédonie et que la France reste en Nouvelle-Calédonie. Ça serait rassurant. Attends, cette mise sous tutelle, entre guillemets, s'interromprait dès que le gouvernement serait effectivement installé. Oui, exactement. Pas dès que ça serait installé, dès que le gouvernement et le Congrès auront adopté un budget. C'est-à-dire que il faut que le gouvernement soit installé, qu'il constitue un budget, qu'il le présente au Congrès, qu'il soit validé. Et là, la prise de contrôle de l'État sur les finances de la Nouvelle-Calédonie serait interrompue. Mais il va falloir du temps. Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement démissionnaire, membre élu du 17e gouvernement. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.